Le financeur ne va pas financer toutes les dépenses pour vous, il va plutôt vous accompagner dans le financement de ces dépenses. Donc vous devez avoir un minimum de trésorerie sur votre compte au moment où vous sollicitez un financement. Un banquier, on va dire que là pour ne pas prendre de risques, à votre place en tout cas, lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment le chiffre d'affaires. Donc la BPI vous accompagnera simplement sur le principe. Elle est consciente que vous n'allez pas être en mesure de réaliser ces dépenses-là. Gotta stay consistent. Hustlers, are you listening? We're the doers, we do what doers do. Grind every day and handle business. Entrepreneurs rising, but not wasting time. Inspire, educate, entertain, that's the sign. More for the doers by doers. Unstoppable with shine. Salut les doueurs et salut les doueuses. Ce soir, on reçoit Océane qui va nous partager une masterclass sur comment se financer sans diluer ses parts. Tu verras à la fin de cette vidéo, ça n'aura plus aucun secret pour toi et tu vas pouvoir lever plein d'argent. Dans cette vidéo, Océane va te partager une masterclass sur comment se financer sans lever des fonds et également sans diluer ses parts. Mais avant ça, je vais te parler du partenaire du jour qui n'est autre que Shine. Ils ont déjà réussi à réconcilier plus de 100 000 entrepreneurs avec leur compte entreprise. Donc je suis sûr qu'ils vont te chouchouter comme il se doit. Avec Shine, tu vas pouvoir te libérer un maximum de temps pour l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ton business. Tu n'auras vraiment plus rien à gérer sur la partie bancaire et administrative. Ils s'occupent de tout pour toi. C'est sans engagement et l'ouverture de compte est ultra simple. En plus, tu as beaucoup de chance. Ce gros BG juste ici à négocier 3 mois offerts. Tu as donc aucune raison d'hésiter. Le lien est dans la description pour en profiter. En plus de ça, c'est un énorme soutien pour le média. Merci à Shine, Nico et Juliette qui nous soutiennent depuis plusieurs mois sur diverses émissions. Je te laisse maintenant avec la masterclass d'Océane. Bon talk. Je vais peut-être commencer par me présenter pour que vous puissiez comprendre déjà ce que je fais, qui je suis. Je vous présenterai un petit peu tous les sujets liés au financement. L'idée, c'est qu'on balaye en gros aujourd'hui vraiment tous les sujets qui sont liés au financement non dilutif. Donc en gros, globalement, tous les financements qui ne vont pas prendre de part à votre capital. Je commence par me présenter. Donc moi, c'est Océane Bouvard. Je travaille chez 3i Financement. 3i Financement, je vous ferai rapidement une petite présentation en rapide donc de ce qu'on fait, de pourquoi on existe. L'idée aujourd'hui, donc, c'est qu'on balaye tout le sujet des financements non dilutifs. Dans un premier temps, à la limite, je vais commencer donc par vous présenter qui on est chez 3i, à qui on sert et ce qu'on fait. Nous, notre métier, en gros, c'est de vous accompagner donc, sur les sujets de financement non dilutif. On vous fait gagner du temps, en gros, pour produire les dossiers, pour comprendre déjà, dans un premier temps, quel est le bon financement à activer, à quel moment, et derrière, activer ce financement, donc c'est-à-dire organiser, produire les dossiers, déposer son dossier auprès du bon financeur et puis aller le défendre, on va dire, jusqu'à l'obtention des fonds. Ce qui peut être en général un peu long, on reviendra dans les timings après, mais il faut savoir que tout ce qui est financement non dilutif de manière générale, ça va vous prendre à peu près 3-4 mois avant de recevoir les fonds vraiment sur vos comptes. Donc il y a toute une stratégie en fait à avoir en amont pour savoir comment adresser le bon financeur et qu'est-ce que je vais être amené à financer finalement, qu'est-ce que le financeur va financer. Et ça, ce sera l'objet de toute la presse finalement d'aujourd'hui. Donc 3i, je vous l'ai dit, notre but en fait, c'est clairement de vous faire gagner du temps dans toute la vision des financements. Comment on le fait ? C'est simple, en gros, on a des équipes chez nous en fait qui sont des anciens financeurs de la BPI, des régions, des anciens banquiers. On a également des analystes financiers en fait qui sont capables de comprendre vos chiffres, de les mettre directement sur les business plans en fonction évidemment de ce que souhaite voir le financeur. On y reviendra, mais chaque financeur a entre guillemets ses petites attentes. Et des ingénieurs forcément qui vont comprendre plus ou moins votre projet, la techno qu'il y a derrière et qui vont être en mesure de vulgariser, on va dire, tout ça au travers d'un Word de présentation qui va détailler toute votre activité, tout votre marché, tout ce que vous faites, etc. Comme je l'ai dit vraiment, l'objectif, notre mission numéro 1, c'est que vous soyez content, que vous obteniez des financements et surtout que vous perdiez le moins de temps possible pour arriver justement à l'obtention de ces fonds. On est structuré historiquement, on va dire, autour des 3i de 3i Financement. Donc on va avoir tout ce qui est lié à l'innovation. Donc concrètement, ça va être des financeurs comme la BPI, comme les régions, qui vont vous permettre plutôt de financer vos dépenses de R&D, donc toutes vos dépenses liées à la tech. C'est pour ça que ça s'appelle en fait innovation. Du coup, c'est vraiment un point d'honneur que va prendre BPI en compte quand ils vont venir vous accompagner. Est-ce que votre projet est innovant ? Ça va faire vraiment partie des critères en fait, qu'il faut mettre en avant quand on va toquer à la porte, en tout cas de ce financeur. Le deuxième I, ça va être tout ce qui est investissement. Investissement bancaire, fallait un I, donc investissement, ça faisait sens. C'est les banques que vous connaissez, les banques de la place finalement. L'intérêt, c'est d'avoir un prêt, c'est d'avoir un financement, c'est toujours le même sujet, mais c'est aussi d'avoir un interlocuteur qui comprenne, en fait, qui va comprendre pourquoi vous n'êtes pas forcément rentable d'une année sur l'autre. Un banquier, on va dire qu'il est là pour pas prendre de risques, à votre place en tout cas.
Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment le chiffre d'affaires. Il aura du mal à se positionner s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, malheureusement. Néanmoins, depuis quelques années maintenant, il y a quand même 2 maisons dans les banques. Il y a la maison professionnelle et il y a la maison plutôt innovation. L'idée, en fait, c'est qu'on vous amène vers le bon interlocuteur directement en banque pour que lui comprenne en fait vos problématiques derrière. Le 3e I, en général, c'est dans un second temps. Vous avez potentiellement déjà finalisé un premier exercice comptable. Vous avez déjà potentiellement un peu de chiffre d'affaires en France. Vous souhaitez vous exporter dans d'autres pays. Là aussi, il y a des dispositifs intéressants. Ça sera plutôt financé par des acteurs comme la BPI, comme les régions également. Mais en gros, ce qu'il faut voir, c'est que chaque financeur va venir financer telle ou telle dépense. Et c'est ce qu'on verra dans toute la presse, en fait, finalement. On a plusieurs thématiques qui sont liées finalement aux financeurs qu'on va venir adresser. Évidemment, depuis quelques années maintenant également, il y a l'impact qui prend de plus de sens, en tout cas, à la fois dans les entrepreneurs, il y a de plus en plus de boîtes à impact qui se créent, et également dans les invests, que ce soit les business angels, que ce soit les fonds, mais aussi les financements publics. Il y a de plus en plus d'appels à projets sur les thématiques d'impact, et il y a de plus en plus aussi de financeurs finalement en equity qui vont venir vous financer parce qu'il y a une verticale impact dans votre business. Donc c'est vraiment quelque chose à pas négliger. Et du coup, il y a l'ADEME qui s'est créé et qui est voué à accompagner justement des boîtes à impact, qui est du coup une autre typologie de financeurs. Dernière BU chez nous, c'est Boost. En gros, Boost, ça vous permet d'avoir un coup de pouce dans votre levée de fonds. C'est pas forcément le sujet du moment, donc je vais pas forcément le détailler. Mais l'idée, c'est qu'on vous accompagne, qu'on vous donne les bons contacts pour avoir un coup de boost. Je vais pas continuer sur 3i. L'objectif, c'est surtout qu'on parle des financements en tant que tels. Avant de parler des financements, il y a un critère qui est ultra important. On va dire qu'il y a 3 critères d'éligibilité pour activer un financement. Le premier, ça va vraiment être vos fonds propres. Je l'ai dit tout à l'heure, un financeur, il n'est pas là pour prendre du risque, à votre place en tout cas. Il est là pour vous accompagner dans le risque que vous allez prendre. Donc, dans les faits, il y a forcément un peu de vous qui va devoir être laissé en capital social, en apport en compte courant d'associé. Peu importe, mais en fait, l'idée, c'est que tous les financements que vous allez pouvoir activer, c'est dans la hauteur, au maximum, de ce que vous avez pu injecter dans la boîte. Ou au travers d'une levée de fonds, si vous avez réalisé une levée de fonds, du coup, ça va venir augmenter votre prime d'émission et donc votre capacité d'activer des financements non dilutifs. En gros, globalement, les fonds propres, c'est quoi ? Ça va être votre capital de départ, combien vous avez mis dans la structure à la création. Ça va être les comptes courants d'associés. Donc vous, en tant que fondateur, vous allez injecter de l'argent finalement sur votre compte en banque. Vous êtes fondateur, donc c'est considéré comme des quasi-fonds propres, mais c'est compté en fait dans le calcul global pour comprendre et savoir le maximum que vous pouvez aller récupérer en termes de subventions ou en termes de dettes. Ça va être également tout ce qui est du coup prime d'émission. Donc si jamais il y a une levée de fonds auprès de BA, auprès de fonds d'investissement, ça va également vous permettre d'augmenter vos fonds propres et d'activer un levier non dilutif derrière. Mais ça va être aussi potentiellement votre résultat. En gros, si vous êtes une boîte rentable d'une année sur l'autre, en fait, votre résultat net chaque année, du coup, il est positif, ça va venir augmenter vos fonds propres. À l'inverse, du coup, s'il est négatif, ça va venir diminuer vos fonds propres. Et cette notion de fonds propres, comptablement, elle est hyper importante parce que vous ne pouvez pas aller toquer à la porte d'une banque ou aller toquer à la porte de BPI, entre guillemets, uniquement avec 1 000 € en capital. Ils auront du mal à se positionner, ils ne pourront pas bien vous accompagner parce que vous n'avez pas pris le premier risque. Outre les fonds propres, donc, qui sont vraiment très aspect comptable, il va y avoir l'aspect trésorerie qui est important. Parce que quand on va solliciter un financeur, finalement, on va le solliciter pour une enveloppe de dépenses globale. Et du coup, le financeur ne va pas financer toutes les dépenses pour vous. Il va plutôt vous accompagner dans le financement de ces dépenses. Il va cofinancer le projet avec vous. Donc, vous devez avoir un minimum de trésorerie sur votre compte au moment où vous sollicitez un financement. Concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est solliciter un financement quand vous en avez le moins besoin, quand vous avez le plus d'argent. Ce sera toujours plus facile pour aller négocier auprès des banques, pour aller négocier auprès de BPI, pour aller négocier auprès des régions. Du coup, ça paraît contradictoire, mais c'est vraiment quelque chose à retenir. Le premier tips à avoir d'aujourd'hui, c'est vous solliciter les financeurs au moment où vous avez le plus de cash. Il y a un ratio qu'il faut prendre en compte à partir du moment où vous êtes une entreprise de plus de 3 ans. C'est ce qu'on appelle le ratio entreprise en difficulté. Ça ne veut pas forcément dire que la boîte va couler. C'est simplement que pour activer un financement et un financement non dilutif, il faut respecter ce ratio-là pour pouvoir activer toute typologie de financement. Le ratio, je vous refais rapidement, il s'affiche à l'écran, mais en gros, c'est votre capital de départ, votre prime d'émission si vous avez levé des fonds. On divise le tout par 2, on rajoute tout ce qui est réserve, report à nouveau, tous vos résultats en fait des années précédentes. Si c'est supérieur à 0,
c'est bingo, vous pouvez être financé. Si c'est inférieur à 0, du coup, il y a un petit jeu comptable à faire. Et là, pas de panique, votre comptable, il s'y connaît, il saura le faire. Il faut juste une AG, du coup, à la suite de la clôture. Les cabinets, comme nous, entre guillemets, on s'y connaît aussi, on pourra vous aiguiller, on pourra vous expliquer comment faire. Il n'y a pas de problème. Critère numéro 1, du coup, c'est les fonds propres. L'idée, c'est d'optimiser ces fonds propres. Je vais vous présenter un petit peu certains financements qui peuvent vous permettre d'optimiser vos fonds propres et d'autres qui vont s'adosser justement à ces fonds propres. Je ne suis pas rentrée dans le détail des autres critères qui sont le projet en lui-même et derrière également les dépenses. Je reviendrai dans les dépenses quand on va parler à la limite de chaque dispositif individuellement. En tout cas, sur la partie du coup du projet et de votre activité en tant que telle, ce qu'il faut retenir outre les fonds propres, parce qu'évidemment il n'y a pas que ça quand même, c'est que quand vous allez solliciter un financeur, et c'est notamment vrai au travers de la BPI, parce que comme je vous l'ai dit dès le début, ils sont là pour vous accompagner dans des projets innovants. Donc dans les faits, ils sont là pour vous accompagner sur une activité innovante. Une activité innovante, c'est quoi ? C'est pas forcément un projet qui va révolutionner, on va dire, une certaine techno. C'est plutôt un projet qui a un marché. Question de l'innovation, on va dire la différence que vous allez avoir entre l'innovation et l'invention, c'est l'aspect marché. Une invention, c'est quelque chose de nouveau, c'est cool, c'est bien, mais si personne n'est capable de l'acheter, c'est pas considéré comme une innovation. Et du coup, la BPI pourra pas vous accompagner en l'occurrence. Ce qu'il faut vraiment voir, c'est comprendre votre marché, comprendre sur quel marché vous êtes positionné, du coup, qui sont vos concurrents et comment vous vous différenciez de ces concurrents. C'est vraiment les points importants qu'il faudra mettre tout au long de vos dossiers de financement, que ce soit au travers de la BPI, que ce soit au travers d'une banque, que ce soit au travers des régions. Et on reviendra à chaque fois au travers de tous ces financeurs. Un petit point qui est important au tout début, c'est d'essayer de comprendre la vie d'une boîte. On aime bien, nous en tout cas, structurer ça en 3 phases. Première phase, du coup, c'est l'étape de création. Vous venez de créer votre boîte, vous avez mis un certain capital dans la structure. À ce niveau-là, en général, vos besoins en termes de dépenses, ça sera plutôt des besoins liés à votre techno, à votre R&D, parce que forcément, il faut développer, on va dire, votre solution. Peu importe la thématique et la nature de votre activité, dans tous les cas, il y a potentiellement, sauf si sujet est exclusivement de conseil, il y a forcément quelque chose d'actif, une plateforme. Ça peut être également un produit, ça peut être également une techno ultra disruptive. Peu importe, au début, vous allez faire de la R&D, vous allez développer votre actif. Pour ça, il y a des financeurs qui vont vous accompagner là-dessus, et ce sera surtout la BPI. On reviendra à chaque fois, en fonction des phases, sur les financeurs qui vont pouvoir vous activer telle ou telle dépense. Deuxième phase, on est plutôt sur la phase d'amorçage. Vous avez finalisé en gros le proto, vous avez finalisé votre MVP même, je dirais. Vous êtes en mesure de mettre votre MVP sur le marché et de commencer à le commercialiser. Donc, les besoins, dans un second temps, ça sera forcément de l'amélioration de l'existant, donc l'amélioration de votre techno, de votre actif, donc il y aura encore de la R&D, mais également des forces de vente, des forces de visibilité, donc des commerciaux, du marketing. Là, du coup, on va aller solliciter d'autres financeurs, potentiellement plus les banques, potentiellement la BPI, mais au travers d'autres dispositifs. Le BFR, je reviendrai là-dessus, mais il y a aussi des financeurs assez sympas qui existent depuis pas si longtemps finalement. Ça sera tout ce qui est RBF, vous les connaissez peut-être, ça sera Silver, Carmen par exemple, qui vont vous permettre en fait de vous proposer des enveloppes pour financer justement tout ce qui est lié à votre croissance, à votre traction, sur la base de votre revenu. Donc l'idée c'est de faire un petit peu de revenu dans l'étape d'amorçage et l'étape de développement, forcément, l'actif entre guillemets, il est fini. Bon, il est peut-être pas finalisé totalement, il y a toujours des améliorations, etc. Donc il y aura toujours un sujet de R&D constant, disons, pour améliorer, pour développer de nouveaux produits, etc. Il y aura toujours des sujets de dépenses de R&D. Il y aura évidemment des sujets de commerciaux, de marketing, de BFR, et à ce moment-là, potentiellement de l'international. En gros, l'idée, c'est vraiment de vous positionner déjà dans l'étape dans laquelle vous êtes, et donc de comprendre quel est le bon financeur à activer à ce moment-là. Et demain, quel sera le bon financeur à activer. Du coup, ça fait le lien avec cette présentation qui est maintenant vouée plus à vous présenter les dispositifs en fonction de chaque étape d'avancement d'une boîte. Je suis une boîte en création, je le répète, du coup j'ai plutôt des besoins de développement, je vais développer mon actif, ma solution, ma plateforme, peu importe. Je vais avoir accès plutôt du coup à des subventions. Ensuite, il va y avoir différentes typologies de subventions en fonction de là où je suis immatriculé, donc de ma localisation. Les régions vous accompagnent aussi très bien, donc en fait si vous êtes immatriculé en Ile-de-France, vous n'allez pas avoir accès au même financement qu'une boîte immatriculée en Nouvelle-Aquitaine par exemple. Donc il y a des régions qui sont plus généreuses que d'autres en termes de financement. Donc c'est bien aussi de le savoir dès le début, avant de créer sa boîte potentiellement, pour essayer d'optimiser votre localisation. Par contre, attention, dans les faits, les régions elles vont aussi vouloir que vous créez de l'emploi. Donc il faut quand même s'immatriculer là où va y avoir la création d'emplois finalement.
On reviendra dans les petits tips après. Première subvention à activer, du coup, à la limite, la bourse French Tech, qui est la première subvention donc, pour les boîtes de moins d'1 an. C'est une subvention à hauteur de 30 000 € qui vient financer du coup vos dépenses de R&D. Donc l'idée en fait pour activer cette subvention-là, c'est d'avoir un minimum de 45 000 € de dépenses de R&D. Parce que comme je le disais tout à l'heure, la BPI cofinance le projet avec vous. Donc ils ne vont pas financer une subvention à 100% de votre projet. Vous leur présentez 45 000, eux ils interviennent à 70% d'intervention, vous obtenez 30. Mais par contre vous obtenez 30 en 2 tranches. Vous avez 21 000 au début, vous réalisez toutes vos dépenses, vous justifiez vos dépenses et vous avez les 9 000 restants. C'est pour ça que la nécessité d'avoir de la trésorerie sur son compte, c'est indispensable parce que sinon vous ne pouvez pas réaliser les dépenses. Donc la BPI vous accompagnera simplement sur le principe qu'elle est consciente que vous n'allez pas en fait être en mesure de réaliser ces dépenses-là. Ça peut être une vision un petit peu différente quand vous générez déjà du chiffre d'affaires parce que du coup il y a de l'argent qui rentre dans la boîte. Mais ce qu'il faut voir, c'est vraiment un programme de dépenses. BPI vous cofinance ce programme-là. Vous devez avoir en fait le restant dans votre poche sur votre trésor. Deuxième étape, on reprend l'étape d'amorçage. Vous avez de nouveaux besoins, de nouvelles dépenses. On est plutôt là finalement pour recruter des commerciaux, pour passer par des boîtes de conseil peut-être qui peuvent vous aider à recruter des commerciaux, peu importe. Le sujet est que vous allez avoir des besoins de visibilité, donc de marketing, budget, SEO, SIA, peu importe. Vous allez avoir besoin aussi de commerciaux qui vont vendre directement votre solution. Donc là, vous allez avoir accès à d'autres financements et notamment les prêts d'amorçage ou les prêts bancaires qui vont financer ce type de dépenses en tout cas. Je mets une parenthèse sur les prêts d'amorçage et les prêts d'amorçage d'investissement parce qu'ils s'activent uniquement s'il y a un sujet de levée de fonds. S'il n'y a pas de sujet de levée de fonds, la BPI ne pourra pas vous accompagner sur ces prêts d'amorçage. Il faudra vraiment aller solliciter les banques qui vont très bien vous accompagner sur ces sujets du coup, de croissance. Si je reviens sur la techno, du coup, sur la partie amorçage, du coup, vous avez développé votre MVP grâce à la bourse French Tech. Vous avez pu obtenir 30 000 parce que vous avez activé la première subvention. Deuxième étape, c'est d'aller activer d'autres financements pour vous permettre d'améliorer en fait cette techno. Pour activer des financements, du coup, je répète mes critères d'éligibilité. J'ai quand même besoin d'avoir un minimum de fonds propres. Et à partir de ce que j'ai en fonds propres, je peux potentiellement aller solliciter par exemple le prêt innovation R&D. Le prêt innovation R&D, ça va être intéressant parce que c'est pareil, ça va vous financer vos dépenses de R&D, mais du coup sous la forme d'un dispositif de prêt. L'avance remboursable, c'est le même sujet. Je reviendrai peut-être dans le détail de chaque financement en fonction des dépenses tout à l'heure. L'idée avec cette slide, c'est surtout de comprendre qu'à chaque étape, on va dire, de votre boîte, vous allez avoir des besoins et donc des dispositifs et donc des financeurs qui s'activent à ce moment-là. Mais on va dire qu'on ne toque pas à la porte d'un financeur si on ne sait pas ce dont on a besoin de financer. La première étape, c'est j'ai combien en fonds propres, j'ai compris mon marché, donc je sais que j'ai un marché, et j'ai compris mes dépenses. Je sais quelles dépenses je vais présenter à mon financeur. Et donc sur cette slide, l'idée, c'est vraiment de vous recenser vos dépenses, VS, les dispositifs en parallèle. Si on arrive en fait jusqu'à l'étape de développement, à ce moment-là, du coup, on aura accès à des dispositifs plutôt liés à l'international et donc à l'assurance prospection ou à des subventions qui vont vous permettre d'accélérer sur votre croissance, etc. Mais toujours dans cette même logique de besoins et de financeurs et de dépenses derrière. On va commencer avec les premières typologies de financement qui, elle, va vous permettre du coup d'augmenter vos fonds propres dans les faits. Les prêts d'honneur, en gros les prêts d'honneur, clairement, c'est des prêts à la personne sur vous en tant que fondateur que vous allez d'ailleurs devoir réinjecter en compte courant d'associé. Du coup, les comptes courants d'associés, si vous m'avez suivi depuis le début, ça rentre dans vos fonds propres, quasi fonds propres, mais disons que ça rentre dans vos fonds propres. Donc les prêts d'honneur, finalement, vont vous permettre d'activer potentiellement la bourse French Tech si vous n'aviez pas en fait assez de fonds propres au début. Les prêts d'honneur, ça va être qui ? Ça va être par exemple le réseau Initiative, qui est présent en fait sur chaque département, sur chaque région, en France. Vous allez avoir aussi le réseau Entreprendre, qui est assez connu, qui va vous ouvrir les portes en fait d'un réseau d'entrepreneurs, ce qui est assez intéressant. Et Wilco, qui eux vont vous permettre donc d'avoir un financement certes, mais aussi tout un parcours d'accélération avec des rendez-vous réguliers, des challenges avec vos chargés d'affaires qui vont vous suivre durant toute cette phase d'accélération. L'intérêt d'aller activer un prêt d'honneur, du coup, c'est vraiment d'augmenter finalement ses fonds propres, d'avoir accès à un réseau, d'avoir accès à un programme d'accélération. Ça vous met le pied, on va dire, dans le début de l'entrepreneuriat. Première chose à savoir sur les prêts d'honneur, c'est uniquement pour les boîtes de moins de 3 ans. Parce que c'est vraiment là pour vous aider en fait dans la création d'entreprise. C'est même théoriquement là, ça a été créé en fait pour aider les boîtes à avoir un prêt bancaire.
concrètement. Donc souvent, les prêts d'honneur vont vous permettre d'accéder plus facilement à un prêt bancaire. L'avantage du prêt d'honneur, c'est surtout un prêt à taux zéro, donc ça ne vous coûte rien. 1 an de différé, donc pendant 1 an, vous remboursez rien. Au bout d'1 an, vous remboursez pendant 4 ans, sans aucun taux finalement. Ce qu'il faut savoir également sur ces dispositifs-là, c'est que du coup, c'est un prêt à la personne, donc c'est un prêt sur vous en tant que fondateur, au maximum de 3 fondateurs dans la boîte. C'est des tickets qui vont varier entre 5 et 50 000 euros. C'est assez large. Disons que si on veut avoir une idée en fonction des différents organismes que je vous ai présentés, Réseau Initiative, ils sont souvent là en early stage, c'est-à-dire qu'ils sont souvent là pour les petits tickets entre 5 et 15K. Réseau Entreprendre, ils sont plutôt au milieu, donc on va dire qu'ils sont entre 15 et 30 000. Mais ils vont avoir besoin d'avoir un minimum de capitaux de départ, donc de capital social à la création, de 15 000 euros environ en général, pour pouvoir être éligible et rentrer dans le réseau et avoir votre financement. Et Wilco, pour le coup, ce sera plutôt aux alentours de 30 à 50 000. Vous pouvez même avoir jusqu'à 50 000 avec Wilco. Toujours pareil, c'est dans la limite de 3 cofondateurs. À savoir que, en général, le réseau Entreprendre et Wilco vont vous demander un petit peu de chiffre d'affaires, un petit peu de preuve de concept, en fait, pour que vous permettre d'être éligible à ce dispositif-là. Donc, si pas de sujet de chiffre d'affaires dès le début, à la limite, le petit tip, c'est vous vous orienter auprès du réseau Initiative dans un premier temps. Vous regardez ce qui est activable, vous activez les suivants dans un second temps. Une fois que ça vous a permis finalement de réaliser vos dépenses, d'avoir votre solution sur le marché, de réaliser un peu de chiffre d'affaires et d'être éligible pour ces typologies de financeurs. Deuxième typologie de financement, on va être sur les financements de l'innovation. Donc, l'idée, c'est de vous permettre de financer du coup votre R&D au sens large évidemment. On ne vous demande pas forcément d'être un chercheur, etc. Pas du tout. L'idée c'est simplement de créer quelque chose de nouveau et de montrer qu'il y a de la recherche en fait derrière ce quelque chose de nouveau et du développement. Donc ça va prendre en compte en fait toutes vos dépenses de développeur, en freelance, en interne chez vous également. Ça va prendre en compte toutes vos dépenses de chercheurs aussi, si vous êtes dans une techno un petit peu plus poussée potentiellement sur la technique. Ça va prendre en compte toutes vos dépenses de brevets, de design. Il y a vraiment toute la panoplie de dépenses en fait, qui est orientée autour de votre actif de R&D en tant que tel. Donc ça peut être aussi des études de marché sur la tech, c'est vraiment assez large, mais il faut rester focus sur le sujet qui est à la base la R&D. Plusieurs typologies de financement en fonction de vos fonds propres, en fonction de l'étape d'avancement de la boîte, comme on l'a vu sur la slide de tout à l'heure. La première, du coup, je vous l'ai présentée, c'est la subvention Bourse French Tech. Tout le monde l'a plus ou moins en tête au début à la création. Ce qu'il faut vraiment retenir de cette subvention, c'est que c'est que pour les boîtes de moins d'1 an. Donc il y a vraiment une nécessité de timing et une nécessité d'aller toquer à la porte de la BPI, parce que c'est la BPI qui vous propose ce sujet-là, dès le début, ou du moins dès que vous allez être amené en fait, à réaliser des dépenses. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier dans tous les financements directs, en tout cas tous ceux qui sont présents sur cette slide, ça va prendre en compte uniquement en fait, les dépenses futures, à la différence d'autres dispositifs que je vais vous présenter par la suite, qui vont vous permettre de valoriser les dépenses passées. Là, ici, c'est l'inverse. On est vraiment là pour vous financer des dépenses qui arriveront dans le futur. Bourse French Tech, c'est pour les boîtes qui sont immatriculées partout, sauf à Paris. L'équivalent à Paris, c'est le Fonds parisien Innovation, anciennement appelé PIA, pour ceux qui ont potentiellement déjà activé ce sujet-là. En gros, il y a plusieurs critères d'éligibilité pour ce sujet-là. Soit il faut être incubé dans un incubateur Paris Senco, soit il faut avoir des partenariats avec de la recherche, soit il faut être sur une phase expérimentale. N'hésitez pas à vous rapprocher de cabinets pour vraiment comprendre, entre guillemets, les subtilités, etc. Tout le monde vous conseillera et tout le monde vous donnera un maximum d'infos pour comprendre un petit peu les subtilités. InnovUp, c'est le même principe, c'est 30 000 euros de subvention pour les boîtes qui auraient potentiellement loupé la bourse French Tech parce que vous ne connaissez pas à ce moment-là, vous avez plus d'1 an. L'InnovUp, c'est la même chose, ça va financer votre R&D, c'est 30 000 ou plus en fonction de vos fonds propres, toujours pareil. Et c'est financé par la région Île-de-France uniquement du coup. Les concours forcément c'est de la subvention, tout le monde a envie d'y aller parce que c'est des gros montants, parce que c'est de la subvention. La première question quand on arrive sur un sujet de concours, c'est la thématique. Est-ce que vous rentrez dans la thématique? Est-ce que votre projet, entre guillemets, il rentre dans l'appel à projet sur lequel vous souhaitez postuler? C'est énormément complexe comme dossier, parce que c'est des plus gros dossiers, parce que c'est des gros montants, parce qu'il y a beaucoup de subventions. Donc si en fait votre thématique elle n'est pas cohérente avec le sujet de l'appel à projet, franchement il ne faut pas y aller, vous allez vous casser les dents pour rien. Sujet de dette chez BPI, chez les régions, ça reste intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même du différé. Donc il y a des taux, effectivement, c'est pas forcément du taux zéro. L'avance remboursable est à une dette à taux zéro. Et du coup, si vous m'avez suivi aussi tout à l'heure, les subventions, c'est toujours en 2 tranches, il faut justifier vos dépenses.
La dette à taux zéro, c'est le même sujet. Vous allez l'obtenir en 2 tranches, il va falloir justifier vos dépenses. Donc c'est pour ça que c'est toujours indispensable en fait de savoir quelles dépenses seront financées, quelles dépenses je vais devoir réaliser dans le futur. Parce que si dans les faits, vous n'allez pas pouvoir réaliser vos dépenses, vous allez devoir rembourser du coup la subvention ou l'avance remboursable au prorata de ce qui a été dépensé ou pas. Donc c'est important d'avoir cette notion de dépense. Pré-innovation R&D, du coup c'est le grand frère on va dire de la bourse French Tech. Vous avez grandi, vous avez levé des fonds ou pas, peut-être que vous êtes rentable, donc vos fonds propres ont augmenté. La logique, c'est toujours de se dire mes fonds propres ont augmenté, donc je peux aller chercher un levier de financement non dilutif derrière. Après innovation R&D, l'avantage, c'est qu'il va y avoir du différé. Il y a 2 ans de différé, 5 ans de remboursement. De la même manière que le prêt innovation qui n'est pas sur cette slide parce qu'il est sur la prochaine. La prochaine slide, l'idée, c'est de vous présenter plutôt les financements liés à votre croissance. Je vous refais un peu le même pitch que tout à l'heure. On est au courant de ce qu'on va financer. Je finance l'innovation. Du coup, j'allais sur les dispositifs que je viens de vous présenter. Je finance plutôt la croissance, donc votre traction commerciale, votre visibilité, votre marketing, votre recrutement d'un commercial, de 2 commerciaux, peu importe. Là, vous allez être amené à aller activer d'autres dispositifs. Toujours, je vous ai mis que des dispositifs en fait liés à la région Île-de-France en tant que telle parce qu'on est à Paris, donc je suppose que la plupart des boîtes entre guillemets sont immatriculées en région Île-de-France. Si c'est pas le cas, on en discute après. Je vous présente un peu les autres dispositifs, il y a pas de souci. TPE, PME, ça va être des subventions. Donc c'est assez intéressant forcément. 50 000, 250 000 pour la deuxième, ça va être capé en fonction du nombre de CDI qui sont présents dans votre boîte. Donc là c'est plutôt dans la seconde phase, dans la phase d'amorçage et même de développement, parce qu'il y a déjà des CDI, parce qu'il y a déjà du chiffre d'affaires, parce que du coup il y a déjà une liasse fiscale aussi finalement pour être éligible à ces dispositifs-là. Ensuite on va avoir les dispositifs de dette que je vous ai présentés tout à l'heure, mais pour financer cette fois-ci du coup le recrutement de commerciaux, le recrutement de profil marketing. Prêt d'amorçage investissement, c'est uniquement s'il y a un sujet de levée de fonds. Ça ne peut pas s'activer s'il n'y a pas de levée de fonds. C'est 3 ans de différé, 5 ans de remboursement. Et une fois qu'on arrive, je vous le souhaite tous, à la rentabilité, on a toujours des financements activés avec BPI qui se nomment du coup le pré-innovation. Pré-innovation, c'est intéressant, c'est 3 ans de différé toujours. C'est à peu près toujours le cas avec BPI, vous aurez 2 à 3 ans de différé. L'intérêt, c'est surtout que même une boîte rentable, entre guillemets, peut aller activer des financements et peut aller activer des financements bonifiés au travers de ce pré-innovation. L'assurance prospection, c'est ce qui va vous permettre de financer votre déploiement à l'international. En gros, vous avez clôturé un premier exercice, vous avez déjà réalisé du chiffre d'affaires en France. Demain, vous souhaitez vous positionner sur d'autres pays, je pense notamment à des pays frontaliers, ça peut être le Benelux, ça peut être également tout type de pays concrètement. L'idée c'est juste de savoir sur quel pays vous allez avoir le plus de dépenses possible sur l'année à venir. Vous présentez en fait ce pays-là, vous présentez une enveloppe de dépenses, vous présentez également en fait un chiffre d'affaires, un projet, un objectif de chiffre d'affaires du moins. L'objectif derrière c'est que BPI vienne limiter le risque de votre exportation dans un pays cible. Donc l'intérêt, c'est de vous proposer un prêt à taux zéro. Mais si dans le pire des cas, en fait, le chiffre d'affaires souhaité n'est pas réalisé, il y a une partie de ce dispositif-là qui va être transformée en subvention. Donc l'intérêt, c'est vraiment de se dire, j'ai mon marché en France, je sais que ça fonctionne, j'ai déjà du chiffre d'affaires, je souhaite aller en Suisse, en Belgique, peu importe. La BPI va me soutenir et va me garantir le risque de mon exportation dans ce pays-là. Les banques, on les connaît plus ou moins tous, du moins les banques de place. Je suppose que tous, quand vous avez débuté, vous étiez tous chez Conto, Shine, peu importe, enfin une néobanque. C'est très très bien de commencer chez ces néobanques parce que ça coûte pas cher, parce que vous avez besoin d'un compte en fait au début, donc franchement il faut commencer par une néobanque et vous pouvez continuer avec une néobanque durant toute l'histoire de votre boîte. Simplement, à un moment donné, il faut avoir une vraie banque. Le petit tips par exemple, quand il y a eu le Covid, quand il y a eu le PGE, les boîtes qui avaient uniquement des néobanques et qui n'avaient pas de banque de place, qui n'étaient pas clientes dans une banque traditionnelle, n'avaient pas accès au PGE. Et le PGE, ça a quand même sauvé pas mal de boîtes pendant les confinements. Donc c'est quelque chose à avoir en tête en fait. Tous les prêts bancaires, tous les crédits bail, toutes les avances de découvert, tout ça, c'est vraiment que des banques de place qui vont pouvoir vous le faire. Donc c'est bien d'avoir une néobanque et franchement continuez à le faire parce que c'est pratique dans le quotidien, c'est hyper ergonomique dans le suivi de votre trésor en temps réel et tout. Mais pourquoi pas activer une banque à partir du moment où il y a des flux, parce que forcément les banques, elles se rémunèrent sur les flux, elles se rémunèrent pas forcément sur les taux, mais plus sur les flux. Donc si vous sollicitez un prêt bancaire, la banque, ce qu'elle va vouloir voir en fait, c'est des flux qui transitent sur ses comptes, concrètement. Ça n'a pas trop d'intérêt d'aller chercher 3 banques du coup s'il n'y a pas énormément de chiffre d'affaires. Par contre, s'il y a une grosse levée de fonds, s'il y a potentiellement énormément de chiffre d'affaires, là, ça peut valoir le coup en fait, de constituer un pool bancaire et d'aller solliciter plusieurs banques qui vont
vous permettent en fait d'aller vous proposer plusieurs lignes de crédit que vous pouvez activer en même temps en fait. Et donc forcément, chacune de ces banques vont vouloir un peu de leur gagne-pain, donc vont vouloir un petit peu de vos flux, forcément qui transitent sur leur compte. Les banques, outre les prêts bancaires qu'on connaît tous, en fait, il y a d'autres possibilités de financement. Il y a les crédits bail. Si vous êtes amené en fait à avoir la nécessité d'une machine et que vous souhaitez pas forcément l'acheter, ça peut être intéressant de passer par un crédit bail. En gros, c'est le leasing que vous faites sur votre voiture. C'est la même chose auprès d'une banque pour une machine. Et l'intérêt, c'est que comptablement, c'est cool parce que si vous comprenez un petit peu l'aspect comptable, la dette, c'est dans votre bas de bilan du coup. Et la dette, ça va venir vous limiter potentiellement à de nouveaux financements. Parce que la logique, c'est j'interviens au maximum à hauteur des fonds propres, mais théoriquement, je suis censé venir soustraire la dette pour savoir en fait la capacité de financement disponible pour une structure. Donc l'avantage du crédit bail, c'est que ça ne vous endette pas dans les faits, vu que vous allez finalement rembourser une mensualité chaque mois. L'autorisation de découvert, ça peut être aussi finalement une part de financement, parce que dans les faits, ça vous donne un petit peu accès à du cash, dans le sens où vous n'allez pas avoir de frais de découvert. Donc c'est toujours des négociations à avoir, ça, pour le coup, avec votre banquier. Il ne faut pas les négliger, parce que ça peut vous laisser finalement quelques petits mois supplémentaires, entre guillemets, si c'est vraiment compliqué. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, le meilleur moment, c'est d'aller négocier quand vous avez le plus de cash. Donc pourquoi pas négocier en fait quand tout va bien des autorisations de découvert. Des billets de trésorerie, en gros c'est de la dette ultra courte. Si vous avez des business saisonniers, ça peut être intéressant. Ça va vous permettre en fait d'avoir une dette mais que vous allez rembourser assez vite. Donc en fonction de votre business, il y a plein de typologies de financement qui peuvent être activées comme ça. Et pour le coup, l'autorisation de découvert, les billets de trésorerie, tout ça, ça va pas forcément être capé au fonds propre, ça va plutôt être capé à votre business en tant que tel. Donc ce sera pas forcément nécessaire obligatoire de lever des fonds pour activer tout ça. Les sujets pour le déploiement à l'international, vous pouvez aussi en fait aller demander des avances en devise, simplement. C'est des avances de trésor, mais dans une certaine devise. Ça va vous permettre du coup de réaliser des dépenses spécifiques. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que c'est uniquement les banques de place qui vont vous permettre de faire ça. Donc c'est cool d'avoir une banque quand même traditionnelle en plus. Par contre, du coup, il y a 2 guichets dans les banques. Et donc, idéalement, si vous sentez que votre chargé d'affaires, parce que disons qu'il n'y a pas de mauvaise banque, c'est plutôt de l'humain. Donc si votre chargé d'affaires, entre guillemets, vous comprend pas votre projet, c'est peut-être le moment de changer de personne, soit en interne ou de banque à ce moment-là, pour changer directement d'interlocuteur. C'est peut-être ça qui bloque plus que la banque en elle-même, en fait. Les dispositifs de financement, ils s'activent au bon moment. Disons qu'il y a un timing pour aller les activer. Si on prend l'exemple d'une levée, ou d'un apport en capital, ou d'un apport en perso, ou d'un résultat positif, bref, en gros, une augmentation de fonds propres, une augmentation du cash qui arrive sur votre compte, c'est à ce moment-là qu'il faut aller toquer à la porte des financeurs, comme je l'ai dit, et privilégier la BPI en premier. Pourquoi on privilégie la BPI en premier ? C'est parce que soit c'est de la subvention, soit c'est de la dette avec un différé. Donc c'est les conditions les plus intéressantes en fait pour vous. Donc autant maximiser cette enveloppe-là et ne pas être bloqué parce que vous avez potentiellement déjà une dette en cours et que ce qu'on appelle le gearing, ça va bloquer derrière. Le gearing, c'est quoi ? C'est vos fonds propres sur votre dette sur vos fonds propres. L'idée, c'est d'essayer de comprendre si la boîte est trop endettée, concrètement, les financeurs ils vont se dire l'argent que je vais leur donner, ça va leur servir pour financer la dette et pas pour financer un programme de dépenses. Or, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, tous les financements ils sont capés à des dépenses, ils sont fonction de dépenses. Donc la première chose à faire, entre guillemets, c'est de savoir ce qu'on va financer et du coup de s'assurer qu'on n'est pas trop endetté pour aller chercher une nouvelle ligne de crédit, parce que ça va vous mettre en porte-à-faux à un moment donné, il y aura un effet goulot, et c'est surtout que les financeurs ils pourront pas se positionner si vous êtes trop endetté. Donc sollicitez la BPI en premier, qui est une dette bonifiée, qui rassure les banques aussi, parce que du coup la banque en général n'a pas forcément de différé. Donc entre guillemets, pendant le différé de BPI, la banque est sûre de se rembourser, vu que vous venez d'avoir du cash de BPI. C'est toute une logique en fait qu'il faut avoir. J'ai un apport en fonds propres, je sollicite la BPI et je sollicite les banques. Essayez d'avoir le même discours entre chaque financeur, plus ou moins forcément, parce que chacun va être sensible à telle ou telle chose, mais quand même les financeurs se parlent entre eux. La banque en l'occurrence, ils vont aller demander des garanties en fait à la BPI pour garantir vos prêts, que ce soit auprès de la BPI ou alors à la limite auprès de l'Europe. Mais votre prêt en fait va forcément être garanti par un acteur. Donc il y aura forcément une discussion entre 2 financeurs. Je vous présente maintenant les financements court terme. C'est des financements non dilutifs, ça ne prend pas de part à votre capital. Ça s'active que pour les boîtes plus ou moins qui ont un business en fait qui est déjà actif, parce que l'idée de Carmen, de Silver, qui sont des nouveaux financeurs en fait sur le marché, c'est de vous proposer une enveloppe de financement sur laquelle vous allez pouvoir piocher
si vous avez besoin. Mais comment ils font ça? En gros, ils se capent à toutes vos datas pour essayer de scorer un petit peu votre boîte et d'essayer de comprendre le niveau de risque de votre boîte et du coup, combien est-ce qu'ils pourraient vous prêter pour que vous puissiez finalement réaliser vos dépenses qui sont plutôt liées en général à la croissance, à des frais marketing assez récurrents, etc. Par contre, pour activer ce type de financement, en fait, il faut avoir un minimum d'MRR parce que forcément, il y a un sujet de scoring, donc il y a un sujet de récurrence. Il y a un sujet de risque, concrètement, ils ne sont pas là pour prendre le risque. Ils vont vous financer à partir du moment où ils sont certains que derrière, vous allez avoir l'argent qui rentre. Donc un minimum d'MRR dans le passé. Et en général, ils veulent accompagner des boîtes plutôt avec 8 mois, 1 an d'existence en termes de commercialisation en tout cas. Mais par contre, c'est très cool. Simplement, il y a des petits tips à savoir. Il ne faut pas forcément activer ce type de financement en fin d'année. Parce que du coup, ça va être visible dans votre liasse, ça va être visible dans la dette, et ça va être assez élevé en termes de dette du coup. Le deuxième financement que je vous présente, un nouveau financement que je vous présente aujourd'hui, ça va être tout ce qui est lié à la fiscalité de l'innovation. Vous connaissez sûrement déjà, c'est tout ce qui est crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, JEI. Tout ça, c'est l'inverse de ce que je vous ai présenté en fait sur la partie BPI, dans le sens où ça va venir valoriser des dépenses qui sont déjà réalisées en gros. Donc, dans les faits, ce que ça signifie, c'est que vous avez déjà réalisé des dépenses, vous avez déjà une première clôture fiscale pour aller activer cette revalorisation de dépenses. En fait, vous allez prendre toute votre panoplie de dépenses R&D, vous allez prendre que soit c'est des profils en interne, en fait, soit c'est vos ingénieurs en interne chez vous, soit ça va être finalement des sous-traitants, des prestataires agrégés. Demandez à vos prestataires s'ils sont agrégés CIR ou C2I quand vous bossez avec eux. Parce que pour le coup, en fait, vous n'allez pas pouvoir rentrer leur facture dans le budget, dans l'enveloppe de dépenses de CIR, s'ils ne sont pas agrégés. Donc c'est ultra important de s'assurer de ça dès le début. Ensuite, l'idée, c'est vraiment de présenter une enveloppe de dépenses globale. Vous allez avoir accès soit au CIR, soit au C2I, soit aux deux. La subtilité, c'est simplement la notion de recherche en fait, dans vos projets. En général, la simplicité en fait, du nom fait que vous allez plutôt avoir accès en fait, au C2I, au crédit d'impôt innovation. Crédit d'impôt recherche va lui nécessiter peut-être plus de recherche en tant que tel, de chercheurs, etc. Mais ça, pareil, il y a des cabinets qui sont très experts là-dessus. Je vous ai mis à chaque fois des logos en fait, de cabinets qui peuvent vous accompagner là-dessus. Sur la fiscalité de l'INO, c'est fiscal, donc franchement, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner parce qu'en fait, la fiscalité, les impôts, ils peuvent revenir vers vous plusieurs années après. Donc le mieux, c'est que ce soit bien ficelé. JEI, c'est un statut qui va vous permettre d'avoir des exonérations en fait, sur les charges patronales liées à vos profils de R&D. Pour être JEI, du coup, il faut avoir un minimum de profil R&D, au moins un CDI en R&D chez vous. Ça vous permet aussi d'avoir des exonérations sur l'impôt sur les sociétés, donc c'est assez intéressant. L'idée, c'est vraiment de se dire, j'ai énormément de dispositifs de financement et je peux aller activer tous ces financements-là en fonction de mes besoins et de mes dépenses, ou de mes dépenses passées. L'affacturage, ça peut être une bonne solution aussi de financement pour des boîtes en B2B qui ont des créances et qui ont finalement des mauvais payeurs, ou alors des payeurs, des clients qui payent avec une durée un petit peu plus longue. Si vos clients, par exemple, c'est des grands comptes, ils vont avoir tendance à vous allonger un petit peu les délais de paiement. Les créances, du coup, vont vous coûter cher et peuvent être payées directement par votre factor, donc par une société d'affacturage qui va en fait prendre directement la facture. Elle va vous payer en fait la facture de votre client, mais elle va prendre une petite commission sur le montant total de la facture. En général, ils vont prendre 10% qu'ils vont garder dans leur poche, qu'ils vont vous rendre à chaque fois et qui vont reprendre en fait à chaque fois qu'il y a un sujet d'affacturage. En général, l'affacturage, c'est des contrats d'1 an. C'est assez intéressant à prendre en compte à partir du moment où vous avez en fait ce besoin et ce BFR en fait qui est impacté directement par vos créances clients. Ça va venir alléger vos créances clients du coup. Ça peut être une bonne solution aussi si demain vous souhaitez en fait faire une croissance externe. Il y a une nécessité de valorisation en fait de votre boîte. Ou alors si demain vous souhaitez lever des fonds, pareil, il y a une nécessité de valorisation de votre boîte. Les créances en fait c'est un des paramètres. Si c'est allégé, ça va vous permettre d'avoir un scoring un peu plus intéressant pour votre valo derrière. Donc ça peut être une solution que de passer par ce type de solution. Pour alléger en tout cas votre créance client. Pour aller chercher des financements, il faut un dossier, il faut des dossiers. L'idée, je vous ai présenté un petit peu tous les financements de manière assez rapide parce que forcément il y en a énormément et c'est vraiment au cas par cas en fonction de ce que vous faites, de ce que vous développez, de là où vous en êtes. Mais en tout cas, ce qui est toujours le cas, c'est qu'il faut un dossier pour aller postuler à un financement. Il faut un dossier Word,
c'est-à-dire qui va regrouper ce que vous faites, comment vous le faites, votre activité, votre marché, votre concurrence. À savoir, comme je l'ai dit dès le début, que le marché, c'est ultra important. Il faut que vous compreniez votre marché, il faut que vous compreniez aussi les acteurs qui sont présents sur votre marché et surtout comment vous vous différenciez de ces acteurs-là. C'est en général ça qui va être surtout pointé du doigt, en tout cas par les financeurs, par les banques, par BPI, peu importe. Le deuxième point, on va dire, de votre document Word, ça va être plutôt votre stratégie, ça va être par exemple l'explication de comment va être utilisé l'argent. Si je toque à la porte de la BPI pour financer des dépenses de R&D, je vais expliquer mes 3 grands chantiers à venir de R&D par exemple. Je vais vulgariser la techno pour que le financeur derrière, qui potentiellement n'y comprend rien, va être capable de comprendre simplement ce que je vais faire avec son argent. Si je vais solliciter la banque, on va parler plutôt de croissance, on va parler plutôt d'investissement à la limite de CAPEX, en fait, de choses qui vont vous permettre vraiment de croître et d'augmenter votre chiffre d'affaires, parce que les banques, forcément, elles ont plus tendance à être sensibles, en tout cas, à l'augmentation du chiffre d'affaires et à la rentabilité d'une boîte. Là où BPI, entre guillemets, comprend un petit peu plus qu'une boîte n'est pas rentable d'une année sur l'autre. L'international, si je finance l'international au travers de l'assurance prospection, je vais présenter le pays, je vais présenter les dépenses qui vont être amenées sur ce pays, la stratégie qui est liée à ce pays-là. L'idée, en fait, c'est d'adapter vraiment votre dossier en fonction du financeur. La dernière partie, forcément, c'est votre prévisionnel financier. Vous allez être amené à présenter un dossier Word, une explication sur ce que vous faites, comment vous le faites, comment vous vous rémunérez et les chiffres de main. Mais aussi, en fait, il faut que tout ça figure dans un Excel que vous devez sûrement déjà tous potentiellement avoir. Un business plan qui va finalement recenser toute l'évolution de votre chiffre d'affaires dans les années à venir, toutes vos prévisions de charges, tout votre plan de financement qui doit être bien ficelé et logique. Chaque financeur va être amené du coup à avoir ses petites attentes dans le BP et dans le dossier de financement. Dans le BP, gardez en tête que, comme je l'ai dit au début, les financeurs, ils sont pas là pour prendre le risque, ils sont pas là pour financer toutes les dépenses à votre place. Donc, ce qu'il faut montrer, c'est que vous puissiez en fait tenir sans le financement du financeur en question. Il ne faut jamais être dans le rouge d'un point de vue trésor, en gros, quand vous présentez votre BP, sachant que théoriquement, ils vont venir enlever l'aide, et c'est à partir de ce moment-là qu'il ne faut jamais être dans le rouge. En fait, il faut montrer que l'aide est importante pour vous, mais qu'elle n'est pas décisive pour la vie de la boîte. Je refais juste un petit récap pour finir sur tous les dispositifs qui existent et sur ce qu'on fait, nous, chez 3i. Nous, notre focus, du coup, comme je vous l'ai dit, c'est de vous accompagner dans tout ce qui est production des dossiers, de vous faire gagner du temps, de vous donner le max de conseils. On est focus sur BPI, sur région, sur l'ADEME, sur les banques, sur tous les sujets de subventions, de concours, de prêts. On ne va pas faire la fiscalité de l'innovation parce que c'est vraiment ultra spécifique, c'est fiscal, c'est un métier à part entier. N'hésitez pas à solliciter, comme je vous l'ai dit, les cabinets que vous allez pouvoir croiser sur votre chemin, qui vous ont peut-être déjà sollicité, je ne sais pas. Le court terme, la facturage, du coup, RBF, avec Silver, avec Carmen, tout ça, c'est des solutions qui sont intéressantes, du coup, court terme, qui vont vous permettre de régler des problèmes de trésorerie, du coup. Les prêts d'honneur, l'intérêt, c'est surtout de vous permettre d'avoir un premier pied potentiellement vers des prêts bancaires, d'avoir un premier pied vers des sujets de financement du coup au travers de la BPI parce que vous n'avez pas potentiellement assez de fonds propres. Les prêts d'honneur, ça va faire grossir vos fonds propres, donc ça va vous permettre d'activer le reste en fait. L'Europe, j'en ai pas parlé parce que l'Europe, c'est ultra spécifique. C'est des chances de succès très très faibles. C'est des énormes montants de fonds propres pour y aller. Enfin, du moins, c'est des gros montants de fonds propres pour y aller. Et c'est beaucoup de déceptions. Donc, pareil, il y a vraiment le sujet de thématique quand vous voulez vous adresser à l'Europe pour aller sur un sujet de subvention en particulier. Ça donne toujours envie parce que c'est de la subvention, mais il faut vraiment avoir un ratio de temps et complexité et s'assurer qu'on rentre dans les cases. Le petit plus qu'on a chez 3i, ça va être la BU Boost, du coup, donc je vous ai pas trop parlé au début parce que c'est pas forcément le sujet vu qu'on parle de financement non dilutif. Mais s'il y a des sujets malgré tout de financement dilutif, donc de levée le jour venu, on est capable de vous faire des intros avec des BA, avec des fonds, parce qu'on traite assez régulièrement avec ce type d'acteurs qui vont du coup prendre une part à votre capital, à la différence de tous les autres dispositifs que je vous ai cités dans la slide. J'espère que c'était clair. C'est assez compliqué de parler de tous les financements en si peu de temps, mais... On peut applaudir Océane et lui dire merci beaucoup.